Bonsoir à tous. Ça va, c'est pas trop fort? Parfait. Donc, je me présente, Sylvie Charmant. Je suis chargée de communication à la direction du développement durable des territoires donc de la province Sud. Donc, bienvenue à cette nouvelle conférence Sénature sur le thème des tortues marines. Je fais un bref rappel sur ce qu'est une conférence Sénature. Donc, c'est des conférences. Pardon. Ce sont des conférences qui sont gratuites à destination du grand public et qui sont animées par des scientifiques sur des enjeux environnementaux ou plus largement sur le développement durable. Pour la province Sud, ces conférences sont très importantes parce qu'elles répondent à deux objectifs qui sont de valoriser donc, les travaux de nos scientifiques locaux. Et ça permet de valoriser la science auprès du grand public. Et puis, deuxièmement, le fait de valoriser ça permet aussi à vous de vous engager éventuellement pour la préservation de notre environnement. Et donc, c'est pour ça qu'on tient à organiser ces conférences. Donc, elles sont organisées en partenariat avec la province Sud et le CRESICA. Le CRESICA, c'est un consortium qui regroupe 9 organismes de recherche de Nouvelle-Calédonie, dont l'IRD, l'IAC ou l'UNC, l'Université de Calédonie, dont viennent les intervenants de ce soir. Donc, ces conférences sont organisées une fois par mois. Généralement, c'est le premier mardi du mois. Elles sont filmées. Donc, on remercie Calédonia de sa présence. Donc, vous pourrez les revoir en replay sur le site de Calédonia et un peu plus tard de la province Sud, si vous le souhaitez. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue de l'université qui va vous présenter les intervenants de ce soir, les intervenantes de ce soir. Merci beaucoup. Je me présente, Véronique Filleul. Moi, je suis ancienne chercheure en sciences du langage et je représente donc l'Université de la Nouvelle-Calédonie ce soir en tant que vice-présidente recherche. Donc, je suis ravie de vous accueillir à mon tour aujourd'hui ici à l'auditorium de la province Sud. Donc, je ne vais pas revenir sur les conférences qui viennent d'être présentées. Donc, je passe tout de suite à la conférence de ce soir, qui met à l'honneur donc 3 femmes inspirantes, engagées dans la recherche des espèces marines, engagées dans le bénévolat, engagées dans les actions de projets de préservation des écosystèmes et aussi engagées dans le partage et la vulgarisation, j'aime pas trop ce terme, mais la médiation scientifique. Donc, 3 femmes inspirantes sont Claire Guaran, qui est enseignante-chercheur à l'UNC, qui a une grande expérience et expertise, en particulier dans l'étude des serpents marins. Tiff Enred, qui est titulaire d'un doctorat en biologie marine d'une université australienne, qui a travaillé en partenariat avec l'Aquarium et qui a réalisé donc sa thèse sur les tortues vertes du Grand Sud. Donc, elle est actuellement adjointe au chef de service de prévention de proximité et d'accompagnement technique à la province Sud, comme en témoigne son beau t-shirt. Et puis donc Sauven Solal, qui est titulaire d'un master en éthologie et qui étudie dans le cadre d'un 2e master de durabilité à l'Université de la Nouvelle-Calédonie 2 espèces de tortues marines. Alors, juste 2 petits mots. Dans le monde entier, les tortues marines sont souvent perçues comme attachantes et vulnérables. En Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, en tout cas dans de nombreuses cultures du Pacifique. Elles sont au cœur de nombreuses légendes et attirent à la fois la sympathie et l'empathie. La tortue marine, donc, elle est notamment en Polynésie comme ici, emblématique de l'incroyable biodiversité de nos eaux. Et si elle revient fréquenter les lagons, alors on considère que l'océan et la faune qui l'habitent sont en bonne santé. Depuis peu, je voulais juste rajouter, vous êtes probablement au courant, depuis 1 mois, en fait, depuis fin juin, les tortues marines sont aussi des sujets de droit en Nouvelle-Calédonie grâce à une délibération qui a été votée fin juin à la province des îles Loyauté. Donc, nos 3 conférencières se sont donc associées ce soir pour présenter un dispositif, si j'ai bien compris, qui vise à mieux connaître le mode de vie, si je puis dire, des tortues marines dans le temps. Et donc, j'ai hâte d'écouter avec vous cette conférence à 3 voix et je m'associe au public pour vous remercier.
Pardon, je voulais juste rajouter qu'à la fin de la conférence, il y aura une session questions-réponses. Donc, gardez bien vos questions pour la fin de la présentation. Merci. Bonsoir à tous et à tous et merci d'être venus si nombreux ce soir pour la conférence des tortues marines en Nouvelle-Calédonie. Alors, avant de commencer, imaginez-vous nageant dans les eaux limpides de l'île au Signal, quand soudain, vous apercevez une tortue marine. Sa présence vous fascine. Puis vous vous demandez, mais comment reconnaître cette tortue parmi des centaines d'autres? Aujourd'hui, nous allons vous révéler les secrets de l'identification des tortues marines grâce à un logiciel extraordinaire nommé Tortoise. Grâce à ce logiciel, nous avons pu connaître le nombre de tortues présentes sur les sites étudiés, ainsi que leur fidélité à ces mêmes sites. Mais avant de commencer de parler de ce logiciel et des résultats qui en résultent, nous allons vous parler tout d'abord de la vie des tortues marines. Il existe dans le monde 7 espèces de tortues marines. Et sur ces 7 espèces, on retrouve 5 en Nouvelle-Calédonie. 2 ne sont que de passage, la tortue olivâtre et la tortue luth, que vous voyez ici, et 3 sont résidentes, la tortue verte, la tortue imbriquée, également appelée tortue bonne écaille, et la tortue grosse tête. Au cours de notre étude, nous avons peu d'informations sur les tortues grosses têtes, on a peu d'observations de ces tortues, et c'est pourquoi notre étude se porte principalement sur les tortues vertes et les tortues imbriquées. Les tortues sont des animaux extraordinaires. En effet, serez-vous capable de retrouver l'endroit exact où vous êtes né? Après, bien sûr, sans GPS, sans carte, juste avec votre mémoire? Probablement pas. Et pourtant, les tortues, elles y arrivent. En effet, la plupart des tortues femelles viennent pondre à l'endroit exact où elles sont venues au monde. Non, non? Autre fait étonnant, c'est que la détermination du sexe des tortues n'est pas déterminée par les chromosomes pour nous, les humains, mais par la température. En effet, à des températures supérieures à 29 degrés, nous avons majoritairement des femelles, alors que des températures inférieures à 29 degrés, nous avons des mâles. Une fois que la période d'incubation est terminée, les petites tortues vont casser leur coquille et sortir du sable. Cela s'appelle la période d'émergence. Ensuite, les petites tortues vont aller au niveau de l'océan. Elles vont être guidées grâce à la lumière du soleil ou de la lune. Tout dépend en fin de compte du moment où elle va sortir du nid et aller en direction de l'océan. En fin de compte, elle va se frayer un passage rapidement et éviter les prédateurs qui guettent à proximité, tels que des oiseaux ou des crabes. Il faut aussi savoir que durant cette période, la petite tortue va s'imprégner des champs magnétiques terrestres, et ce que l'on nomme l'imprégnation magnétique. Et donc, cette imprégnation magnétique permet à la tortue de retrouver son chemin. C'est comme cela que les femelles retrouvent l'endroit où elles sont venues au monde. Il faut savoir qu'une fois dans l'océan, la petite tortue va trouver de nombreux prédateurs. Et ce seront des poissons ou des requins. Et également, les petites tortues, elles présentent peu de réserves, que l'on nomme également vitellus. Et ce fait qu'elle n'ait pas de réserve, il faut vite qu'elle trouve de la nourriture, sous peine de mourir. Et c'est pour toutes ces raisons, pour la prédation et par le manque de réserve, que la période post-éclosion est une période très compliquée pour les tortues. Ensuite, les tortues vont passer les premières années de leur vie dans un habitat que l'on nomme un habitat pélagique, c'est-à-dire un habitat en haute mer. Et durant cette période, elle va manger principalement des petits organismes tels que du plancton. Les tortues vont grandir et se déplacer dans une zone que l'on nomme une zone d'alimentation. Et elle va y rester jusqu'à atteindre la maturité sexuelle. En fin de compte, dans cette zone, elles vont, comme son nom l'indique, manger, mais également se reposer, se nettoyer et atteindre la maturité sexuelle. On trouve des juvéniles,
des subadultes, c'est-à-dire des tortues qui sont entre la période juvénile et adulte, et des adultes. Les subadultes, en fin de compte, sont des adolescents. Et une fois que ces tortues ont atteint leur maturité sexuelle, elles vont se déplacer dans une zone que l'on nomme la zone de reproduction. Et ce déplacement entre les deux zones, ça s'appelle la migration. Et ça peut aller jusqu'à 3000 km. Une fois présentes sur les zones, les femelles et les mâles vont s'accoupler. Les femelles vont s'accoupler avec plusieurs mâles. Et d'ailleurs, une fois que les mâles ont fini de s'accoupler, ils vont retourner à leur zone d'alimentation. Les femelles, elles présentent une petite poche que l'on nomme la spermathèque et qui permet de récolter les spermatozoïdes des mâles. Et grâce à ça, la femelle tortue n'est pas obligée de se réaccoupler plusieurs fois durant la période de reproduction. Elle va en fin de compte récupérer le sperme des mâles et les féconder avec ses ovocytes. Et ça, c'est important pour les tortues, mine de rien, comme cela, les femelles n'ont pas besoin de se réaccoupler plusieurs fois durant cette période. Et aussi, ça va augmenter la diversité génétique. C'est-à-dire que dans un même nid, nous avons des bébés tortues qui n'ont pas le même père. Et une fois qu'elle est finie de pondre, durant toute la saison de reproduction, elle va retourner dans sa zone d'alimentation pour se refaire une santé et pouvoir recréer des réserves nécessaires à la prochaine ponte. Il faut savoir que nous avons très peu de données sur les stades juvéniles, subadultes et les mâles adultes, et qu'au contraire, nous avons énormément de données au niveau des femelles en période de ponte. En effet, lorsque les femelles viennent pondre, c'est beaucoup plus facile pour les chercheurs et pour les observateurs de les observer, de les baguer et de faire des prélèvements génétiques, alors que les autres stades sont plus compliqués à observer. Et c'est pour cela que nous avons utilisé la photo-identification afin d'avoir des informations supplémentaires sur ces stades qui sont jusqu'alors méconnus. Et cela, c'est important puisque grâce à ces connaissances sur ces tortues, nous pourrons effectuer des mesures de protection et de préservation au niveau de ces stades. Et maintenant, je vais passer la parole à Tiffen Reed, qui va vous parler de la réglementation. Bonsoir tout le monde. Alors, nous, on est là ce soir en guest star, juste parce qu'on a fait l'encadrement en fait de Solven. Donc, c'est juste pour vous expliquer pourquoi on fait juste que quelques slides avec ma collègue Claire, mais on sera là surtout pour répondre à vos questions à la fin. Donc, tout ce qu'on va vous présenter ce soir a quand même été fait dans une étude qui a été cadrée, puisque, comme disait Solven, les tortues sont des espèces qui sont en danger, qui ont vraiment besoin d'être protégées, et donc elles sont protégées par les différents codes de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Donc, ce soir, je vais juste vous rappeler les règles de protection pour les tortues marines en province sud et aussi rappeler qu'il y a bien eu une dérogation particulière qui a été donnée pour cette étude et les résultats qui vont vous être présentés. Donc, la perturbation intentionnelle, c'est ce qu'on peut voir sur les espèces protégées. Donc, la perturbation intentionnelle, c'est vraiment ce que ça veut dire. Hein. Là, on n'a pas fait compliqué quand ce texte-là il a été écrit. C'est qu'on va aller perturber intentionnellement un animal. Donc, on a été obligé de mettre des distances pour être sûr que cette application soit réalisable. Donc, en province nord et en province sud, en fait, l'approche à une distance inférieure à moins de 10 mètres, elle est interdite. La production de lumière sur les sites de ponte et en période de ponte et d'émergence est interdite également. Et l'introduction de chiens sur les sites de ponte. Vous imaginez bien qu'en fait, ces règles-là ont été mises puisque les chiens peuvent attaquer que ce soit les femelles en ponte ou les bébés tortues qui sont en train de sortir. Que l'objectif d'avoir mis une distance pour les tortues, c'est qu'on les touche pas, qu'on les perturbe pas, qu'on les poursuive pas, puisque là, après, ça devient un petit peu un jeu d'aller essayer de tripoter les tortues ou de faire le meilleur selfie qui va bien avec ces animaux. Aussi, ce soir, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas que la capture pour manger, on va dire, ou braconner ces animaux qui est interdite. On a aussi la consommation. Les gens qui participent en fait à consommer de la tortue sans avoir de dérogation particulière pour des événements sont passibles d'amendes de plusieurs millions de francs. Et ça veut dire qu'on cautionne.
Donc voilà, ça fait partie des règles qui sont applicables et je pourrais répondre à des questions là-dessus si vous en avez à la fin. Merci. Ah, j'ai encore une diapo. Super, 2 slides tonight. J'en ai un deuxième. Ah! Alors donc ça, c'est une petite vidéo qui avait été faite par nos collègues de la Réunion pour expliquer en fait quelles étaient les conséquences d'aller embêter les tortues sous l'eau sans avoir de raison particulière. Oh là là! Voilà, ça change tout ce que je viens de dire. Merci. Merci Tiphaine. Alors cette vidéo montrait les conséquences de la perturbation des tortues sur la zone d'alimentation. Alors il faut savoir que les réseaux sociaux ne sont pas que cela, c'est-à-dire que ce sont des plateformes où on retrouve un petit peu notre vie privée avec des hashtags qui nous représentent. Mais c'est également cela, c'est-à-dire un trésor de données sur les tortues marines. En effet, je m'explique, avec des hashtags particuliers tels que Sea Turtles, Iceland, Farmede, New Caledonia, nous pouvons retrouver des photographies de tortues qui vont nous servir pour notre base de données. À titre d'exemple, sur cette photographie, nous avons Maxime qui a mis cette photo avec des hashtags tels que turtle, tortue, et cette photographie a été vue par Tiphaine Reed. Parce qu'elle s'ennuie dans sa vie et donc elle collecte des données de tortues pour nos études. Et donc, grâce à ça, les passionnés des tortues marines contribuent à la collecte de photographies. Et c'est-à-dire que vous, vous pouvez tout simplement participer à cette collecte. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo du début? Cette vidéo, elle a été récupérée sur Instagram. Et je vous ai promis de savoir qui était cette tortue. Maintenant, nous allons le découvrir. Grâce à un magnifique logiciel Torspy. Tout d'abord, il faut faire une capture d'écran de la vidéo pour en faire une photo que nous allons placer dans le logiciel. Après, il nous demande des informations telles que le lieu de la capture photographique, l'auteur de la photo, la date où elle a été prise, ainsi que l'espèce que l'on trouve, c'est une espèce verte, imbriquée ou grosse tête. Et à la suite de cela, nous allons dessiner des écailles. En effet, pourquoi nous faisons ça? C'est parce que les tortues présentent un pattern d'écailles qui leur sont propres à chaque individu. C'est-à-dire que grâce aux écailles faciales, nous pouvons reconnaître l'individu, à l'instar des empreintes digitales pour nous les hommes. Et il faut savoir que les tortues ne sont pas comme nous, elles ne sont pas symétriques. C'est-à-dire que le profil droit peut être différent du profil gauche. Et donc, avec ce logiciel, nous dessinons les écailles. On clique sur les côtés de l'écaille, ce qui va être dessiné automatiquement par le logiciel, et à la suite de ça, un code à 3 chiffres va être généré. Alors, le numéro du chiffre, le premier, correspond au numéro de la rangée. Ici, tous les chiffres commenceront par 1. Là, ça commencera par 2. Ici, par 3. Et ici, par 4. Le second numéro correspond à la position de la rangée, du bas vers le haut, la position de l'écaille. Ici, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et le dernier chiffre correspond au nombre de côtés de l'écaille. Ici, nous avons 4 côtés, donc ce sera 1, 1, 4. Et on fait cela à chaque fois. Et après ça, le logiciel va calculer dans sa base de données par un algorithme toutes les photographies rentrées qui présentent une similitude au niveau du code des écailles et nous proposer des photographies. Et après, c'est à nous de faire le travail, c'est-à-dire que nous prenons des petits points de repère pour les tortues. Par exemple, ici, nous voyons que cette tortue présente une écaille qui est légèrement décalée sous l'œil. Et ici, je me suis dit, OK, il y a une écaille en patte de chat. Et après, je compare avec la photo. On voit qu'il n'y a pas d'écaille et pas d'écaille en patte de chat. Et donc, on passe à la suivante. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on trouve notre tortue. Et bingo, on l'a enfin trouvée. Elle a 17e tortue. Et cette tortue, elle est connue à l'île au Signal. Elle s'appelle Souxi et elle a été vue 3 fois.
Maintenant, je vais laisser ma collègue vous parler d'un autre moyen de collecte de données. Merci bien. Donc, nous avons utilisé les réseaux sociaux pour récupérer des données, mais pas que. Nous avons, pas que. Nous avons utilisé d'autres méthodes, et en particulier la fameuse équipe des fantastiques grand-mères de la BD Citron. Ouais, dont 2 représentantes nous font l'honneur d'être là ce soir. Donc, les fantastiques grand-mères de la BD Citron travaillent avec moi depuis 2017 sur les serpents marins et nous avons déjà eu l'occasion de présenter nos résultats ici en particulier. Donc, comme c'est une équipe qui est bien connue des services compétents de la province sud, nous avons, comme Stéphane vous l'a expliqué, obtenu une dérogation pour avoir le droit d'approcher les tortues suffisamment pour pouvoir faire des bonnes photos. Donc, nous avons une dérogation pour approcher les tortues à la baie des Citrons et à l'Anse. Et nous avons pu ainsi récolter énormément de données sur petit nombre d'individus. Mais sur ces quelques individus qui fréquentent la baie des Citrons, nous avons beaucoup de données, nous les avons vues plusieurs fois, donc nous avons pu essayer de comprendre quel jour elles sont là, quel jour elles sont pas là, et qu'est-ce qui fait qu'elles viennent pas à la baie des Citrons. Donc, les fantastiques grand-mères nous ont permis de récolter davantage de données sur les tortues, et nous avons aussi utilisé une autre source de données, c'est la forme de science participative qui s'appelle eNaturalist. Donc eNaturalist.org, c'est une plateforme de science participative sur laquelle les citoyens, les naturalistes non professionnels, peuvent déposer leurs photos. Ça leur permet d'obtenir une identification de l'espèce qu'ils ont observée. Et pour les scientifiques, ça leur permet d'obtenir des photos avec la date, l'heure et le lieu qui sont enregistrés en même temps que la photo. De plus, les photos déposées sur eNaturalist, comme elles sont prévues pour être utilisées par les scientifiques, les droits d'utilisation sont prévus pour une utilisation, ce qui fait qu'on peut les reprendre. Donc sur eNaturalist, on peut regrouper les différentes photos dans ce qu'ils appellent des projets. Donc pour aller sur un projet, vous allez dans l'onglet ici Communauté. Quand vous êtes sur la page d'accueil, Communauté, vous allez dans l'onglet Projet. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à entrer, par exemple, le projet Tortue de Nouvelle-Calédonie au hasard. Et si vous faites ça, vous tombez sur toutes les observations de tortues de Nouvelle-Calédonie qui ont été déposées sur eNaturalist. Donc ça vous permet, si vous cliquez, par exemple, il y a 3 espèces de tortues qui ont été observées, la verte, l'imbriquée et la grosse tête. Si vous cliquez sur les espèces, vous avez les espèces, vous avez les cartes de répartition et tout. Donc c'est un outil qui permet des interactions entre les scientifiques professionnels et amateurs. Et je vous encourage, si vous faites des photos de tortues marines, à déposer vos photos dessus pour que nous puissions continuer à obtenir des données sur les tortues en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je vais rendre la parole à Solven qui va vous présenter ses résultats. Donc Solven a fait son stage de master encadré par Tiffany et moi, et donc elle vous présente maintenant les résultats de son stage de master. À toi. Merci beaucoup Claire. Alors tout d'abord, nous avons regardé la proportion des tortues vertes et imbriquées dans le lagon de Nouméa comme premier résultat. Nous observons que 95% des tortues observées sont des tortues vertes et que 5% des tortues observées sont des tortues imbriquées. Alors cette diapositive nous montre la distribution des tortues vertes et imbriquées dans le lagon de Nouméa. On remarque que les tortues vertes sont principalement présentes à l'îlot Signal, à l'îlot Maître et à l'îlot Amédée, alors que les tortues imbriquées sont principalement présentes à la baie des Citrons. On a fait un petit zoom à la baie des Citrons et à l'Anse-Vata, puisque c'est la zone que nous avons étudiée grâce aux fantastiques grand-mères. Et nous avons séparé la baie des Citrons en 2 zones, la baie des Citrons Nord et la baie des Citrons Sud. Comme les grand-mères vont très rarement à l'Anse-Vata Sud, nous n'avons que très peu de données à l'Anse-Vata Sud. C'est pour cela que nous avons combiné l'Anse-Vata Nord et l'Anse-Vata Sud en un seul site, l'Anse-Vata. Alors ici, nous voulons savoir s'il y avait un lien entre la présence de tortues dans nos eaux et les facteurs du milieu, pour savoir si, par exemple, la pluie peut influencer la présence ou non de tortues. Pour cela, nous avons regardé plusieurs données et ils ont été récoltés avec plusieurs organisations. Alors, les données des marées ont été récoltées grâce à Chaume,
qui est le service hydrographique de la marine. Les températures de surface de l'eau de mer ont été récupérées avec RiveTemp. Les phases lunaires avec un package sur un logiciel statistique nommé RStudio. Et enfin, les données d'humidité, de radiation, d'insolation, vitesse et direction du vent avec Météo France. Nous avons fait des statistiques et ainsi nous pouvons savoir si ces données ont une influence ou non sur la présence de tortues marines dans les sites de la baie des Citrons et de l'Anse-Vatar. Et grâce à ça, on a vu que, concernant les facteurs de marée, que nous avons moins de tortues lorsque la marée était basse et lorsque la hauteur des marées était supérieure à 1,5 m. Par contre, les précipitations, l'humidité, la durée d'ensoleillement, les radiations globales, les températures de surface de l'eau de mer ainsi que les phases lunaires n'ont aucun impact sur la présence de tortues dans les deux sites étudiés. En revanche, nous avons bien un impact avec la vitesse et la direction du vent. La vitesse et la direction du vent influencent la présence ou non de tortues. En effet, lorsque le vent présente une vitesse basse, nous avons plus de tortues dans notre site. Et par ailleurs, on a aussi un impact sur l'exposition au vent. C'est-à-dire que l'exposition du vent n'a pas d'impact sur la présence de tortues à l'Anse-Vatar, sauf qu'il a un impact au niveau de la baie des Citrons. En effet, on observe plus de tortues lorsque la baie est protégée du vent plutôt qu'exposée au vent. Et donc, elle vient de la baie des Citrons pour se protéger. Et là, nous allons parler de la fidélité au site. Les tortues marines sont très fidèles à leur site d'alimentation. En effet, 93% des tortues observées ne sont observées que sur un seul site. Ce sont des tortues fidèles. Par exemple, nous avons Colgate, qui a été vu plus de 15 fois depuis 2018 à l'îlot Signal. Et PA17, vu plus de 10 fois depuis 2013. Alors, on a donné ces noms puisque à chaque tortue enregistrée, on donne des petits noms. Et l'îlot Signal faisait penser à un dentifrice. Et donc, on a donné tous des noms de dentifrice aux tortues de l'îlot Signal. Enfin, on a essayé, du moins. On a Colgate, Aquafresh, Power Smile. Et PA17 fait référence, donc c'est pas très recherché, mais PA, c'est Faramédée. Et numéro 17, la 17e tortue. Ensuite, 4,5% des tortues observées sont de passage dans nos eaux. C'est-à-dire qu'elles sont observées sur un site, puis sur un autre site. Et c'est l'exemple d'Eva, qui a été observée la première fois à l'îlot Signal, puis qui est passée à l'îlot Amédée. Ensuite, 2% des tortues observées sur nos eaux sont des tortues indécises. C'est-à-dire qu'elles sont observées sur un site, puis un autre, puis de nouveau sur le premier. Et c'est l'exemple de Mia, qui était observée à l'îlot Maître, puis à l'îlot Canard, et de nouveau à l'îlot Maître. Et enfin, nous avons des tortues très indécises qui correspondent à 0,5% des tortues observées. Ce sont des tortues qui sont observées sur un site, puis un autre site, puis de nouveau sur le premier, et encore sur un autre. Et là, c'est l'exemple d'IM131 qui était observé à l'îlot Signal, à l'îlot Maître, à l'îlot Signal et de retour à l'îlot Maître. Et cette tortue montre bien que les réseaux sociaux ont une importance pour notre projet. En effet, IM131, elle a été observée la première fois à l'îlot Maître, d'où son nom IM. Et avec les réseaux sociaux, nous avons pu trouver cette tortue qui était à une date antérieure à la première identification à l'îlot Signal. Et c'est comme ça qu'on a pu retracer ces mouvements. En guise de conclusion, maintenant, forcément, nous avons des avantages et des désavantages de la photo-identification. Alors, pour les avantages, le premier, c'est que c'est une méthode non invasive, c'est-à-dire que on ne dérange peu les animaux. Le deuxième, c'est que c'est une science participative, et donc que ça fait appel à des bénévoles. Et grâce à ça, ces bénévoles apprennent des choses, sont plus connectés avec la nature. Les données des tortues marines également ne sont plutôt disponibles sur les femelles en nidification, en période de ponte. Et grâce à la photo-identification, nous avons des données autres que sur les femelles en période de ponte.
Par ailleurs, les données sont intéressantes sur le long terme, où on peut suivre le nombre d'individus par zone et les mouvements entre les zones, comme nous avons pu le voir. Et enfin, cette méthode est peu coûteuse. C'est-à-dire que parfois, pour étudier les tortues, nous pouvons également émettre une balise. Par exemple, nous avons la balise Argos qui vaut plus de 4 000 € et qui peut juste étudier une seule tortue sur 6 mois. Alors que là, c'est gratuit et nous pouvons étudier les tortues à long terme comme nous avons pu le voir. Après, bien sûr, il y a des désavantages comme pour tout. Et le premier des désavantages, c'est que la majorité des photographes ne postent qu'un des deux profils de la tortue. Et comme je vous ai dit, les tortues, elles ont des profils différents. Par exemple, Amorino, qui a été vue à Lanzvata, en face d'Amorino, comme on peut le voir, elle a le profil droit qui est différent du profil gauche, avec 5 écailles sous l'œil et ici 4 écailles. Et donc ça, pourquoi c'est important de le noter? Puisque si nous observons une tortue, par exemple la tortue de la vidéo du début, cette tortue ne présente que des photos de son profil gauche. Et donc, si nous observons cette tortue plus tard du profil droit, nous l'enregistrerons comme un nouvel individu. Et donc, ça peut biaiser nos résultats. Par ailleurs, toutes les photos ne sont pas utilisables et géolocalisables. Par exemple, nous avons, pourquoi pas utilisables? Puisqu'elles peuvent être floues, ou alors des photographies prises du mauvais côté, où on ne voit pas très bien les écailles. Et comme l'atteste ce graphique, qui montre le nombre de photos trouvées sur Instagram au cours du temps, la plupart des photographies ne sont malheureusement pas utilisables. Par ailleurs, les droits d'auteur ne sont pas clairement définis et malheureusement, parfois, on a un non-respect de la réglementation lors de la prise des photographies. Voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. En hashtag, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, au cours de notre étude, en guise de conclusion, nous pouvons dire que 95% des tortues observées au sein du lagon de Nouméa sont des tortues vertes et ces tortues sont classées en danger selon la liste rouge de l'UICN. 5% des tortues observées au sein du lagon sont des tortues imbriquées, qui sont quant à elles classées en danger critique d'extinction selon cette même liste. Et après, on peut se demander, mais où sont les tortues grosses têtes? Malheureusement, nous n'avons que très peu de données sur les tortues grosses têtes, elles sont très peu observées, et ce qui est très inquiétant, de ne pas avoir de données puisqu'elles sont classées également, comme pour la tortue imbriquée, en danger critique d'extinction. Il faut savoir également qu'un tiers des tortues imbriquées sont observées à la baie des Citrons. Et ça, c'est mine de rien très important à le savoir, puisque, comme je vous l'ai dit, les tortues sont fidèles à leur site. Et donc, la mise en place de filets à la baie des Citrons peut avoir un impact sur ces tortues. Et donc, oui, parce que comme elles sont à 93% fidèles à leur zone d'alimentation, si nous dérangeons cette zone, on peut avoir de graves conséquences. Et enfin, le seul et unique facteur qui influence la présence des tortues est le vent. Les tortues sont dans nos eaux, sur les sites, dans les zones où elles sont protégées du vent. Je vous remercie pour votre attention. Nous vous remercions. Si vous avez des questions. Alors, si vous avez des questions, je vais faire passer le micro. Donc, attendez bien d'avoir le micro en main pour poser votre question. Déjà, bravo pour votre première conférence. C'était très bien. Félicitations. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Une petite question rapide, puisque vous avez terminé là-dessus, sur le fait que la pose du filet à la baie des Citrons va poser un problème pour les tortues imbriquées. Je voulais savoir si vous avez déjà réfléchi, les scientifiques, ou pu observer dans quelle autre baie elles vont pouvoir venir s'abriter. Est-ce que vous... Alors, les tortues qui ont été observées à la baie des Citrons, de nombreuses fois, il y a des tortues qu'on a vues des dizaines de fois, on ne les a jamais vues ailleurs. Donc, si on les empêche d'accéder à leur zone de repos à la baie des Citrons, elles ne sauront pas où aller. Et on a vu que c'était des animaux qui apprenaient vraiment très tôt dans leur vie l'endroit où elles habitent, et elles ont beaucoup
beaucoup de mal à s'adapter à un nouvel environnement et à trouver un nouvel environnement. Donc, pour ces espèces-là, qui sont des espèces menacées et protégées en province sud, c'est certainement un grand danger. Et on voit surtout que, particulièrement, la baie des Citrons, c'est une zone dans laquelle il y a particulièrement les tortues imbriquées qui sont rares ailleurs, peu fréquentes et particulièrement menacées. Je vois que la commissaire enquêtrice qui est chargée du dossier du filet de la baie des Citrons est parmi nous ce soir et j'en suis ravie. J'espère qu'elle a bien noté. Merci. D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur votre question, puisque nous avons vu seulement 2 tortues qui étaient présentes à baie des Citrons et qui sont parties dans d'autres endroits. C'était pas loin, c'était à l'île au Maître. Donc ça montre bien qu'elles sont vraiment fidèles à leur site. C'est moi qui vais prendre la parole. Merci pour votre présentation. À mon avis, il manque un petit détail dans votre présentation. Vous n'arrêtez pas de parler du vent, mais vous ne parlez pas de l'impact du vent. Vous dites qu'il y a du vent, elle se cache à la baie des Citrons. Est-ce que ça sous-entend bien que le vent étant générateur de houle va forcer, va obliger, je ne sais pas, les tortues à aller se protéger ou se mettre à l'abri? Ça manque dans votre explication. Oui, là, c'est vrai que on est encore au début de l'étude. Donc, les statistiques ont montré que effectivement, les tortues se mettent plutôt dans des endroits qui est protégés du vent. En cas d'Alizé, la baie des Citrons Sud est plus protégée que la baie des Citrons Nord. Et on remarque qu'effectivement, elle préfère la baie des Citrons Sud dans ces cas-là. Mais on n'en est encore qu'au début. Donc, effectivement, on n'est pas allé très loin, très à fond pour expliquer quel est exactement le facteur qui fait que les tortues préfèrent être abritées du vent. Là, on n'en est pas encore là. C'est juste un stage de master. Elle a fait 6 mois de travail, la petite là. Donc c'est vrai, on va être quand même un peu indulgent. Elle n'a pas encore fini, mais donc et on est encore au début de l'étude, mais on va continuer. Enfin, si on peut, on va continuer. Et pour l'instant, effectivement, on n'est pas encore capable de répondre à votre question, monsieur. Est-ce que c'est le vent ou la houle? Le problème, c'est que les mesures de Météo France ne sont que le vent. On n'a pas de mesure de houle. On récupère les données qui sont mises généreusement à notre disposition gratuitement par les différents organismes et on a des mesures de vent. On n'a pas des mesures de houle. Voilà. Le CHOM qui a du COS là-bas, il peut pas vous fournir ça? On va y réfléchir. Je pense qu'on note votre proposition et on va y réfléchir. On va essayer de trouver un moyen. C'est une suggestion intéressante. On va essayer de trouver un moyen. Merci beaucoup. Merci. J'aurais voulu... Non, ça marche. J'aurais voulu savoir quelque chose sur l'alimentation parce que avant cette année, on allait palmer souvent au Méridien et on observait toujours une tortue, une jeune tortue probablement, toujours coincée du côté du Rouf. Et par contre, quand on allait vers l'îlot César, il y a toujours une grosse tortue qui va même vers les baigneurs et où là, il y a des herbiers. Mais ce qui est étonnant, c'est que du côté du Rouf, il n'y a aucun herbier. Et comment que ça se fait que cette tortue reste toujours là? Eh ben, elle vient dormir. Oui, il y a dormir et oui, les tortues passent beaucoup de temps à dormir. À la baie des Citrons, celles qu'on voit le long du récif sud, elles sont là calées contre les cailloux ou sous les coraux pour dormir. Oui, c'est une zone de repos. C'est pour ça qu'il faut que ça soit abrité du vent. Il y a d'une part les herbiers où elles vont manger. Effectivement, en face du Méridien, il y a un bel herbier où elles vont se nourrir. Mais ensuite, elles vont se reposer et celles que vous voyez à moitié coincées sous un corail ou sous un caillou, c'est pour bien se caler, pour pouvoir dormir tranquillement. Donc c'est deux choses différentes, le repos et l'alimentation. Bonsoir, moi je voudrais revenir sur le paramètre du vent, là. Parce que vous dites qu'il n'y en a pas quand il y a du vent, mais du coup votre paramètre absence, est-ce qu'il est lié au fait qu'il n'y ait pas de photo? Parce que s'il y a du vent et il n'y a pas de plongeur, il n'y a pas de photo. C'est pas des marins d'eau douce, ça. Elles y vont même quand mais c'est ça. Elles y vont pas tout le temps non plus. En fin de compte, Elles y vont forcément plus quand il y a moins de vent que quand il y a du vent. Non. Alors on a de nombreuses observations d'absence des grand-mères, c'est-à-dire que lorsque les grand-mères vont dans l'eau, elles vont noter présence ou non de tortues. Et lorsqu'elles ne sont pas présentes, elles vont tout de même le noter. Et nous avons récupéré les données présence et les données absence. Nous avons fait des statistiques avec ces deux données-là. Et nous avons pratiquement 600 données de présence et 450, je crois bien, de données absence. Donc non, on n'a pas d'effet observateur à ce niveau-là. Ok. Donc c'est bon, donc c'est pas juste la photo non. qui dit la présence, t'as les deux. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas d'effet observateur. C'est bon.
Et je précise que les statistiques ont été supervisées par notre collègue Laurent Ventier de l'université. Donc sur les statistiques, on est tranquille. Benoît, qui est un ancien étudiant de l'université, on lui dit c'est Laurent Ventier qui a fait. Ok, c'est bon. Le temps que j'arrive là-bas, moi j'avais une question sur la pollution. Est-ce qu'il y a des relevés qui ont été faits sur le niveau de pollution? Parce que les plages sont souvent fermées parce qu'elles sont polluées. Donc est-ce que ça a un impact sur la présence ou non des tortues? Ça n'a pas été dit, ça. Non, puis même, enfin, pour répondre clairement à la question, non, on n'a pas fait de relevé. Là, déjà, c'était de savoir pendant cette étude quels étaient certains facteurs qui pouvaient impacter la présence ou l'absence. Maintenant qu'on commence à avoir certaines idées de ce qui se passe et d'avoir plus d'éléments en fait sur les individus, c'est sûr qu'après on pourra fouiller, prendre d'autres étudiants qu'on pourra utiliser pour toutes nos questions et leur faire présenter les conférences à notre place. Moi, d'un coup, je trouve que c'est un super système. Donc voilà, on va continuer à avancer et puis surtout étendre la zone d'études, pouvoir utiliser pas que les données en fait des réseaux sociaux, mais continuer à utiliser les grands-mères, mais aussi d'autres bénévoles qui pourront être formés. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas regardé la pollution à ce jour. Tout ce qu'on peut dire, c'est que au niveau de la province sud, on s'occupe de tous les échouages qu'on a sur le littoral, et qu'aujourd'hui, on a eu que très très peu d'individus qui étaient décédés dus à une ingestion de plastique, en tout cas. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas, on n'est pas comme nos pays voisins où 100% des individus ont déjà ingéré du plastique, et ça va même jusqu'à des moyennes de 14 fois d'ingestion avant, on va dire, une mortalité finale, si on peut dire ça comme ça. Mais où ils ont 100% d'individus qui vont manger du plastique durant leur vie. En Nouvelle-Calédonie, on n'en est pas là, on en est très fiers, même, j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous arriver à un moment, mais là, on n'a pas de pollution vraiment problématique dans les ingestions. Continuez à mettre vos déchets à la poubelle. Et en produire moins de déchets. Merci beaucoup. J'aurais aussi une question à propos du vent et cette interaction entre les sites et et le vent, la présence ou absence. Je ne sais pas comment c'est mesuré, mais est-ce que ça pourrait être en partie dû à une préférence juste ou à un facteur juste individuel? Donc, pour utiliser la métaphore des baigneurs humains, autrefois, quand on avait le droit de se baigner, je préférais nettement Landswater. Et même si je pense que naïvement, toute chose égale pas ailleurs, il y a plus de vent à Landswater. Et si on est un individu, que ce soit un humain ou une tortue, et on a l'habitude d'avoir beaucoup de vent, peut-être avoir un peu moins, un peu plus, ça nous impacte moins que si on est une tortue ou un baigneur de la BD et on a l'habitude qu'il y ait une grosse baisse de vent et qu'on soit tranquille. Oui, et donc c'est juste une... Et après, nous avons également fait des statistiques et on a mesuré, on l'a pas présenté ici, mais les facteurs du milieu en lien avec les individus. Un modèle individu, un modèle facteur du milieu. Et nous n'avons pas trouvé de différence. Les tortues, on présente les mêmes patterns de comportement selon les facteurs du milieu. Si c'est ça votre question. C'est-à-dire que les tortues, la plupart des tortues sont présentes lorsque, à la baie des Citrons, lorsque le site est protégé du vent. Et c'était bien ça votre question, si les tortues avaient le même pattern? Oui, c'est ça. Ah oui. Les tortues de Landswater sont juste plus résistantes. Et, bien sûr. Pour simplifier, les tortues de la BD sont des grosses feignantes. Donc. Oui, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que chaque tortue... Les baigneurs. C'est pour ça que chaque tortue sont fidèles à leur zone d'alimentation. J'en profite juste le temps que le micro il arrive. Enfin, vraiment, je reviens sur les premiers résultats qu'a donné Solvay, mais 93% des individus qui ont été photographiés plusieurs fois ont été photographiés au même endroit.
Donc c'est sûr qu'elles ont des habitudes. Enfin ça, il faut bien. Oui, on a eu quelques tortues là, comme Colgate qui ont fait 1 ou 2 allers-retours et qui un peu sont revenues et tout ça. Mais 93% des tortues qui ont été revues dans la même zone. Donc ça, il faut bien comprendre que les tortues de la BD Citron, c'est les tortues de la BD, celles de l'Ansvata, celles de l'îlot Canard, c'est l'îlot Canard, celle de l'îlomètre, c'est l'îlomètre. Il y a vraiment des populations en fait qui sont différentes. Donc après, on a toujours quelques adolescents qui vont bourlinguer par-ci par-là, voir ce qui se passe à la bodega. Mais en vrai, ça reste quand même hyper minime. Les autres individus sont très fidèles. Donc pour moi, s'il y a un message à retenir ce soir, la présentation de Solène était très bien, mais 2, les tortues, elles sont très très fidèles, autant à leur site de nourrissage qu'à leur site de ponte, parce qu'on ne parle tout le temps que de la philopatrie par rapport à leur site de ponte. Mais en fait, le site de nourrissage est aussi important. Du coup, moi j'avais une question par rapport au fait que vous utilisiez du coup les photos que vous trouvez sur Internet. C'est des photos qui ont été prises à moins de 10 mètres de distance. Du coup, est-ce que... Est-ce que c'est plus bénéfique du coup pour la recherche qu'il y ait des gens qui s'approchent des tortues et qui fassent des photos qu'ils restent à plus de 10 mètres quoi. Donc clairement, la fin ne justifie pas les moyens. Il y a beaucoup de gens, même quand je demandais d'où ça venait, ils se prenaient des messages en privé et ils se faisaient engueuler. Ceux qui ont sorti les tortues de l'eau et ce genre de choses, eux, clairement, on a aussi essayé de les rechercher pour les verbaliser. Donc, voilà, au moins les choses sont claires. Après, c'est pour ça qu'on a fait une demande de permis. En fait, l'idée, c'était, au début, on regarde si ça marche, la photo-identification. On n'avait pas de stagiaire. On était parti sur un projet en disant, bon, est-ce que vraiment ça pourrait fonctionner? Est-ce que ça serait utile? Donc, on est parti sur la photo-identification des réseaux sociaux. Une fois qu'on a vu que ça fonctionnait, on est passé à une étape supérieure où là, on a fait une demande de dérogation particulière. On a travaillé énormément avec les grands-mères et là, on a formé un groupe de bénévoles qui étaient en capacité de prendre des photos sans perturber les animaux. Parce que de toute façon, tout est dans la façon d'agir. En fait, on peut s'approcher à une certaine distance et pas être un bourrin. Donc voilà, donc par contre la fin ne justifie pas les moyens. Aujourd'hui, on utilise de moins en moins les photos sur les réseaux sociaux parce qu'on a des stagiaires et des grands-mères. Donc ce truc-là va s'étioler au fur et à mesure. C'était vraiment en début d'étude. Voilà. Oui, parce que du coup, les gens, si on leur dit, on va utiliser vos photos, ça vous aider à la recherche en fait en faisant des photos. Du coup, il peut peut-être encore plus s'approcher des tortues en légitimant du coup le fait de s'en approcher pour faire des photos parce que ça va aider à la recherche. Complètement, mais c'est pour ça qu'on m'a dit ce soir tu viens et tu rappelles la réglementation et tu fais ton air méchant. Donc c'est exactement ça ce soir. Moi je suis là pour rappeler qu'il y a des règles, qu'on fait pas n'importe quoi avec les espèces protégées, que si un jour vous voulez faire partie des grands-mères, voilà, déjà faut partir à la retraite. Et puis faire partie d'une association ou monter vraiment un vrai partenariat. Voilà, mais on va pas lâcher n'importe qui en faisant n'importe quoi. Tous les autres, on a toujours dit que la réglementation qui s'appliquait, c'était bien les 10 mètres. Merci pour ta présentation. Et concernant les valeurs de paix, est-ce que c'est très significatif, parce que vous avez juste donné des données, mais est-ce que c'est très significatif ou pas? Et autre question, vous avez donné aussi des éléments en pourcentage. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être le nombre, et en termes de nombre comparé à des îles, au lieu des pourcentages? Et après, la dernière chose, si quelqu'un a eu une vidéo par hasard, et elle a pris une vidéo et ne savait pas qu'il y avait une réglementation, je me demande est-ce que cette personne peut vous montrer la vidéo ou pas? Quelqu'un qui vient d'arriver en Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Alors, concernant donc la valeur de P, alors oui, c'est très significatif à 0,03%, une valeur de alpha de 0,03. Concernant donc comment on fait pour l'effectif des tortues fidèles, alors j'avais préparé, elle y est pas? Non. Pour réponse, elle a pas été mise. Oui, c'était plus de 650 tortues qui étaient fidèles à leur site et une quarantaine qui présentaient le pattern numéro 2, c'est-à-dire indécise.
une dizaine et non, 5 pour très indécises dans ces valeurs-là. Merci pour votre présentation et pour votre humour. Donc, la question était sur le nombre de tortues que vous avez pu avoir en photo. Quel pourcentage pouvait présenter la papillomatose? Alors nous avons observé 2595 tortues photographies avec, je vais mettre ça, voilà, celle-là. Plus de 2595 observations ont été faites et nous avons environ 600 individus identifiés. Et par rapport à la fibromaltose, je laisse une seule. Attends. Oui, voilà, c'est qu'est-ce que c'est. Donc en fait, on est sur un herpès virus qui sort au niveau des tortues, surtout des tortues vertes, très souvent sur des juvéniles plutôt que des adultes, même si on le voit aussi chez les adultes, mais ça se résorbe au bout d'un moment. En général, ça commence au niveau des yeux, ça ressemble à des grosses verrues, c'est assez dégoûtant, c'est associé à des sangsues. Donc en ce moment, partout dans le monde, ça sort. Personne ne sait vraiment quelles sont les causes qui amènent à ces verrues dégueulasses. Donc quand ça commence au niveau des yeux, c'est une chose, sauf qu'après ça va au niveau du bec, ça se retrouve sous les nageoires, le cloaque. Donc l'animal il ne meurt pas en fait de ces grosses verrues. En fait il meurt surtout parce qu'en fait au bout d'un moment il n'arrive plus à se nourrir. Puisque si on vous mettait 2 grosses verrues devant les yeux et une au niveau du bec, vous auriez du mal à manger et à vous y retrouver. Donc elles finissent par mourir de faim. Donc on a eu quelques événements d'échouage. Si mes souvenirs sont bons, c'est 6 en province nord. Échoués. Hein. Alors après dans l'eau, j'en sais rien. En province sud, on est à peu près à la même chose. On a eu 3 l'année dernière qui étaient échoués avec de la fibro. Rien pendant quelques années et on en avait eu une par année, je crois 2015, 2016, 2017. Et bien par contre voilà, on en a eu 3 l'année dernière sur la province. Et sur les photos, moi je l'ai vu que sur une seule et vraiment très petit, ça commençait à peine sur un individu au niveau d'un œil. L'autre œil il n'y avait rien et un œil ça commençait. Donc c'est vrai que je me suis fait la réflexion quand j'ai vu la photo, j'ai dit oula oui d'un coup je commence à le voir sur des photos, ça va être intéressant de voir si au fur et à mesure les tortues qu'on a photographiées depuis un certain nombre d'années, si on prend l'exemple de Colgate ou PA17 qu'on a vu je ne sais plus combien de fois, ça fait partie des autres choses qui sont intéressantes dans le suivi, c'est qu'en fait on va pouvoir regarder est-ce que d'un coup elles ont un impact particulier par peut-être une collision avec un navire, est-ce qu'elles ont perdu une patte avec une interaction avec un prédateur, est-ce que d'un coup il y a de la fibro qui sort et on va pouvoir le voir puisqu'en plus les photos qu'on a, elles sont stockées au fur et à mesure. Donc on va pouvoir regarder en fait l'évolution des individus au fur et à mesure des années et faire vraiment un suivi individuel et précis. Donc voilà, en tout cas pas beaucoup de fibro, mais on croise les doigts que ça soit pas que ça monte pas crescendo comme ailleurs dans le monde, parce que juste pour vous dire, Hawaï ils ont eu 100% de leurs tortues vertes qui ont eu du fibro. Donc voilà, c'est au bout d'un moment ça devient alors ça se résorbe. Les grosses après le perdent un petit peu, mais il y a quand même une forte mortalité sur ces individus qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc ceux qui arrivent à survivre, ils le résorbent, mais ceux qui n'arrivent pas à survivre et qui meurent de faim, ils meurent de faim. J'avais une question par rapport du coup aux données récoltées. Est-ce que vous avez un peu recoupé avec des données des mêmes espèces ailleurs dans le monde, savoir si elles ont le même comportement qu'en Calédonie ou si elles ont un comportement différent ici? Non, nous n'avons pas... Pas encore. Le prochain stagiaire. Ok, donc en fait, c'est ce qu'on disait au début, c'est que d'avoir de la donnée sur les sites de nourrissage, c'est compliqué. Et oui, on veut pas se lancer des fleurs, mais en fait, on est la première publication sur, en tout cas, l'utilisation des réseaux sociaux et la photo-identification en mer dans le monde. Donc voilà, merci. Et donc là, la deuxième étude qui est sortie en utilisant la photo-identification comme ça, il y a un réseau de bénévoles, c'est en Grèce. Eux, ils ont étudié les tortues grosses têtes qui viennent pondre. Donc en fait, ils sont mis dans l'eau
dans les périodes d'interponte, et ils ont photographié les individus. Et là, maintenant, ils sont en train de commencer à changer de zone et à essayer justement aussi de trouver des individus en zone de nourrissage. Donc, non, là, en fait, en vrai, on est un peu les précurseurs parce que ici, on a des endroits privilégiés, on a des bénévoles privilégiés, donc on a pu commencer à lancer une étude comme ça à grande échelle, parce que c'est des gros chiffres en fait en termes de nombre de tortues qu'on a réussi à identifier. Après, sans vous mentir, des publications sur la fidélité au site de nourrissage, il y en avait plein qui avaient été publiés. C'est juste que par contre, ça leur a coûté vachement plus cher que nous. Mais du coup, les résultats étaient à peu près similaires. Oui, la fidélité au site de ponte, ça avait été vu au site de ponte et site de nourrissage, ça avait été vu ailleurs. C'est juste que voilà, eux, ils l'ont fait avec des balises satellites et ce genre de choses, donc ça a coûté un bras. Nous, ça nous a coûté un stagiaire. C'est bien les stagiaires pour ça. Désolé, moi je suis pas trop dans tout ce qui est chiffres et tout ça, parce que je suis très perdu très vite. Mais moi, il y a un truc que j'ai pas trop compris. Les zones de reproduction, comment elles savent c'est où? Alors, alors, en fin de compte, les tortues, lorsqu'elles vont sortir du nid, je vais reprendre comme ça, elles vont tout d'abord s'imprégner de l'odeur du sable, puisque le sable présente une minéralogie qui est spécifique, c'est-à-dire qu'un sable d'un endroit A n'aura pas les mêmes odeurs qu'un endroit B. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que lorsque la tortue va marcher en direction de la mer, elle va enregistrer le champ magnétique terrestre. Parce qu'en fin de compte, la Terre présente un noyau en fusion qui va émettre des champs magnétiques. Et cette tortue, dans le cerveau, elle présente des récepteurs magnétiques qui permettent de percevoir ces petites variations de champs magnétiques. Et c'est comme ça qu'elles arrivent à retrouver l'endroit de naissance. Oui, mais c'est pas l'endroit de naissance, c'est l'endroit de reproduction. Il y a des zones de reproduction, c'est ça? Mais c'est le même. C'est ça, c'est juste devant la zone de ponte. Du coup. Ah ouais, mais comment elles savent c'est où? Moi, je comprends pas. C'est là où elles sont nées. Oui. Ah, c'est au même endroit en fait, c'est le même endroit que elles sont nées. Ah, ok. Ah, pardon, Dave. Ah ouais, fallait que je fasse des études. Ok. Chambre dans la maison. Regardez, ici, voilà, on a la zone de reproduction et la zone de ponte, donc c'est au niveau donc, de la zone de reproduction. Pardon. Est-ce que vous avez vu, quand vous avez fait les observations justement de la fréquentation des tortues, par exemple, sur l'îlomètre, est-ce que elles sont perturbées, par exemple, sur toute la zone qui est kite, etc. Est-ce que du coup, elles vont moins dans cette zone-là par rapport à cette activité ou pas du tout? Non, là, on n'en a pas de réponse parce que là, c'était des données opportunistes qu'on a eues sur le phare Amédée et l'îlomètre et tout ça qui étaient par rapport à des photos. C'était pas des données comme on peut avoir avec les Fantastic Grandmothers. Donc, on ne pourra pas avoir le détail dans lequel on est rentré pour la Lance-Vata et la BD Citron. Mais voilà, je pense que le prochain stagiaire, on va l'envoyer, si on arrive à avoir un partenariat avec l'îlomètre, on va l'envoyer passer un peu de temps là-bas et regarder justement aux différentes périodes de la journée. Est-ce qu'elles sont plus à un endroit ou à un autre? Ou est-ce qu'une activité fait que ça bouge par rapport à... Voilà, en tout cas, ça fait partie des questions qu'on a pour la suite. J'avais une question par rapport à la période du Covid, vu que ça a été fait sur plusieurs années. Est-ce qu'on a remarqué plus de présence de tortues ou pas sur cette année-là? On n'est pas allé dans l'eau, donc... Malheureusement, pendant le confinement, les grand-mères, elles ont fait comme tout le monde, elles sont restées chez elles. À leur grand regret, je vous assure que ça les démangeait un peu d'aller à la mer, mais elles n'y sont pas allées, elles ont été très raisonnables, et donc on a un trou dans les données, ça arrive. Donc nous, on a été qu'une partie bloquée, parce qu'on a continué à travailler en fait pendant la période. Et donc, ce qu'on a pu voir sur différentes zones en fait au niveau des gardes nature, c'est que il y a un phénomène qui s'appelle le basking. Donc en fait, c'est que les tortues, elles prennent le soleil. Donc elles peuvent rester à la surface. Donc ça, vous les voyez en général assez souvent. Elles ont les pattes comme ça. On dirait qu'elles volent à la surface. Je le fais super bien. Voilà. Mais ce phénomène-là, dans d'autres endroits dans le monde, comme peut-être vous avez vu des photos à Hawaï, en fait, elles montent sur la plage. Et pas pour pondre. Alors qu'ailleurs dans le monde,
Ici, quand on se dit qu'il y a une tortue sur la plage, soit elle est échouée, soit elle est en train de pondre. Et en fait, non, il y a ce phénomène qui s'appelle le basking, où en fait les tortues, elles montent juste d'1 mètre ou 2, et il peut y avoir des juvéniles et ce genre de choses, et elles viennent juste dorer la pilule au soleil. Ok, c'est bon, tout le monde m'a suivi sur le basking. Eh ben, c'était assez rigolo, c'est que sur certaines zones, on s'est rendu compte que les tortues, elles commençaient à monter sur le rivage, parce qu'il n'y avait plus de présence d'humains. Donc, ça nous est arrivé sur certains îlots où d'un coup, on arrivait sur la zone et on disait, ah, c'est bizarre, il n'y a pas de tortues dans l'eau. Et en fait, arrivé près de la plage, on se retrouvait avec plein de tortues qui étaient vraiment... alors, elles étaient entre deux eaux, elles n'étaient pas encore complètement sorties de l'eau, mais on voyait qu'il y avait une modification au niveau de leur comportement parce qu'il n'y avait plus de présence. Moi, j'en avais une petite dernière. Dans ta conclusion, tu demandais où étaient les tortues grosses têtes. Oui. Donc, où sont-elles? Alors, nous avons une tortue grosse tête à Lanzoata qui s'appelle Pépère. Et on en connaît également une à l'île des Pins, mais plusieurs îles des Pins, mais... Ok, donc Pépère, c'était un individu qui était intéressant puisqu'on était pendant la période de reproduction. Et donc Pépère, il a été vu, c'était un gros mâle avec une grosse queue, on voyait bien qu'il était là pour quelque chose. Il était au rocher à la voile, il a été vu à l'île aux Canards, il a été vu à l'île aux Mètes. Donc lui, clairement, il était en train de chercher sa zone de reproduction. Il allait chercher les femelles pour pouvoir se reproduire. Donc lui, il a été vu pendant 1 semaine et après, on l'a plus vu du tout. Donc là, on est vraiment sur un cas particulier. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la population du Pacifique Sud des tortues grosses têtes, elle est en danger critique. Donc on est vraiment sur une sous-population et elle est en danger critique puisque, pas qu'en Nouvelle-Calédonie, mais on a la même problématique en Australie, c'est qu'on n'a que très très peu de recrutement. Si vous regardez bien, quand vous allez en mer, vous voyez plein de petites tortues grosses têtes, vertes. Les petites vertes, là, les assiettes, on appelle ça aussi les tortues soleil, elles font 45-50 cm. On en voit plein, ça veut dire que la reproduction, elle marche bien, ça veut dire que on a une population qui va se régénérer au fur et à mesure, donc ça, c'est un bon signe. Bah moi, de mon expérience, je n'ai jamais vu de petites tortues de cette taille-là en grosse tête en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, en Australie, ils sont aussi en train de les chercher. Donc on a un gros problème de reproduction et on a un gros problème de qu'est-ce qui se passe entre tous ces bébés tortues qui sont nés comme nous, à La Roche-Percée ou dans d'autres sites de ponte ailleurs en Nouvelle-Calédonie ou même en Australie. En fait, il se passe quelque chose dans ces années perdues. C'est les années entre elles sortent de l'œuf et elles sortent et elles vont nager et elles vont passer 5, 10 ans, 15 ans dans les courants du Pacifique. Et là, il se passe quelque chose. Et en fait, elles ne reviennent pas. Donc, soit c'est dû à des pêcheries à certains endroits, parce qu'on sait que nos tortues grosses têtes, en tout cas, elles passent par l'Amérique du Sud, dans des crevettiers qui ne sont pas forcément équipés de TED, donc de Turtle Excluded Device. C'est un système qui fait que quand une tortue ou quelque chose de lourd rentre dans un filet, en fait, le filet, il s'incline et il fait sortir la grosse bête. Sauf que quand on est sur des pays qui sont comme ça, en développement ou des pays qui n'ont pas forcément les moyens d'équiper leur filet, eh ben, on se rend compte que génétiquement, on a pas mal de nos tortues qui sont bloquées dans leur filet. Il y a d'autres raisons, hein, mais en tout cas, en Australie, ils se posent la même question. Tout le monde est en train de faire des grands cris d'alerte sur la tortue grosse tête parce qu'on n'a pas de nouveaux individus qui rentrent dans la population. Est-ce que leurs empreintes faciales permettent de déterminer si c'est un mâle ou une femelle? Non, pas du tout. Et est-ce qu'on a pu justement déterminer le nombre de femelles et de mâles qui ont été observés? Donc ça, on ne sait pas. Hein. La majorité des tortues qu'on a observées, ce sont des subadultes et des juvéniles, donc ils n'ont pas encore leur maturité sexuelle. Et on n'a pas, par exemple, la queue pour le mâle, donc on ne peut pas savoir, ou la non-queue pour la femelle. Et donc, de ce fait, nous ne pouvons pas savoir si ce sont des mâles ou des femelles. Sauf pour Pépère, qui avait une grande queue, ouais, si on l'a vu. Oui, c'était au Rocher à la Voile, il mangeait des oursins. C'était il y a peut-être 3 ans, 4 ans 4 ans, bien 4 ans, oui. Et donc, c'était l'été dernier, avant qu'ils interdisent la baignade, c'était encore en été, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, la saison de reproduction, donc, c'est une bonne nouvelle, merci.
Est-ce que vous avez déjà fait des partenariats pour récolter des données avec les centres de plongée ou d'apnée? Non, pas encore. Bah non, en fait, on attendait de voir si ça marche. C'est-à-dire qu'avant de commencer à étendre et à savoir comment on allait pouvoir encadrer, mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Ça faisait partie des pistes qu'on allait voir après. Comme ça, le jeune homme, il pourra venir dans un club de plongée et faire des photos avec vous. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie des pistes. Mais on voulait déjà savoir est-ce que ça valait le coup? Est-ce que les données qui étaient récoltées, elles étaient utiles? Ça sert à rien de lancer tout le monde pour faire ce genre de choses si au final, on n'avait pas des résultats intéressants. Donc, on est en train de se dire que ça vaut le coup. Que quand même ce qu'on arrive à récupérer d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, enfin on va avoir des données qui seront quand même très très intéressantes même pour les gestionnaires. Mais voilà, ça sera toujours avec des gens formés. Donc ça veut dire que si on lance ce genre de type de travaux avec des clubs de plongée, ils passeront forcément par la case formation qu'ont eu les grands-mères aussi. Juste une petite question concernant le filet qu'ils vont poser à la baie des Citrons. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, nos tortues, du coup? Parce que bon, est-ce qu'elles peuvent se coincer dans les mailles? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur la taille de la maille. Je ne crois pas que le danger, ce soit vraiment qu'elles se coincent dans les mailles. Le danger, ça soit juste qu'elles soient expulsées de chez elles et qu'elles ne sachent pas où aller, parce qu'elles ne sont pas capables de changer leurs habitudes. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on va les expulser de chez elles. Le filet sera un endroit, elles seront en dehors, et quand elles voudront revenir à l'endroit où elles ont l'habitude d'aller se reposer, elles vont continuer à essayer, à tourner autour, à se heurter au filet. Elles vont pas se prendre dedans, mais elles vont essayer de retourner chez elles et elles pourront pas. Moi, j'ai juste une question par rapport au champ magnétique. Apparemment, vous aviez dit que c'est comme ça qu'elle repère son lieu de naissance. Et donc, du coup, elle revient plusieurs années plus tard pour pondre, c'est ça? Combien de temps après, à peu près? C'est en fin de compte à peu près 30 ans. Et il faut savoir que la physiologie des tortues dépend de son alimentation. C'est-à-dire que les tortues vont adapter leur physiologie à ce qu'elles mangent, donc la croissance. Donc les tortues qui mangent beaucoup vont se reproduire beaucoup plus tôt que les tortues qui mangent peu. Mais c'est entre 35 et 50 ans environ. Et en fait, ma question, c'est par rapport au champ magnétique. Oui. Mais il y a aussi une question de déviation de la variation de la déclinaison magnétique. Et comme ça bouge tous les ans, est-ce que ça a un impact en fait sur sa carte GPS Parce que dans mes souvenirs, ça a bougé de 50 km par an environ depuis un siècle. Et donc je voudrais savoir si ce phénomène va interférer sur sa cartographie. Donc c'est pour ça que Solvent, quand elle vous a parlé au début de sa présentation, elle vous a parlé du champ magnétique terrestre, ça c'était une chose, mais il y avait d'autres facteurs. Et il y a des facteurs qui sont olfactifs. Donc ça veut dire que oui, il va y avoir la granulométrie, il y a des études qui ont été faites à La Réunion qui indiquaient que certaines essences d'arbres leur permettaient aussi de se retrouver plus facilement. Donc ils étaient en train de faire des plantations d'espèces particulières sur certaines plages pour essayer de faire revenir les tortues à cet endroit-là. Donc oui, il y a le champ magnétique terrestre, mais ça a l'air d'être plutôt pour la navigation en mer. Et après, on va sur quelque chose de beaucoup plus fin et autre que le champ magnétique terrestre pour arriver à la plage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 1% en général des tortues ne retournent pas pondre à l'endroit où elles sont nées. On a toujours ce 1% là pour sauver le reste de la population. C'est-à-dire que si le site de ponte il disparaît complètement, il y a 1% qui va toujours aller divaguer un petit peu à droite à gauche pour aller créer des nouveaux sites de ponte. Donc je vais vous donner un exemple hyper concret. La plage de la Côte Blanche, c'est une plage artificielle. Et il n'y a jamais eu en fait de ponte de tortue historiquement là-bas. Il y a quelques années, il y a eu une ponte. Donc ça faisait partie de le 1% qui se balade un peu comme ça et qui cherche des nouveaux endroits. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Merci. Donc s'il n'y a plus de questions, on va conclure.